Nous allons parler ce soir d'un sujet qui paraît simple et qui en fait est très compliqué. Wikipédia, une encyclopédie mondiale collaborative, tous les mots sont importants. C'est une encyclopédie qui est très consultée, mais qui est aussi très collaborative. Et nous allons vous essayer de vous expliquer pourquoi. Deux mots. Jean-Daniel Arnaud, c'est un ingénieur agronome. Il a eu beaucoup d'activités, secrétaire général, membre du conseil scientifique d'une société nationale de l'horticulture. Mais surtout, et c'est ça qui nous intéressait, au-delà de sa qualité d'adhérent à FIS et au-delà de ses compétences, il est aussi depuis très longtemps contributeur bénévole Wikipédia. Il a écrit 10 000 contributions, 700 articles, des tas de choses et justement, c'est ce qui nous a intéressé dans cette conférence, c'est qu'il nous explique comment nous devons faire pour nous approcher de Wikipédia, pour essayer de collaborer à Wikipédia dès que nous avons une certaine compétence. Sachant que tout le monde peut modifier. Je l'ai appris en préparant ce webinaire. Il va nous expliquer tout ça. C'est souvent un petit peu compliqué. J'espère que ça va être clair. C'est d'autant plus vrai qu'actuellement, Wikipédia est de plus en plus critiqué pour son manque de fiabilité, pour ses biais idéologiques en particulier. Beaucoup de polémiques ont surgi autour de censure, de contenu difficile, le point, la FIS, etc. Il nous expliquera tout ça. À toi de jouer. Tu as la parole pendant un petit moment. Donc Wikipédia, c'est une encyclopédie mondiale coopérative et je vais vous résumer des points que je vais exposer. Je n'aurai probablement pas le temps de parler de tout parce qu'il y a beaucoup de choses dans Wikipédia. Beaucoup de gens se font un peu des idées sur Wikipédia, mais moi, quand on consulte Wikipédia, je dirais on ne voit que le haut de l'iceberg. En fait, il y a beaucoup de choses, donc je vais essayer de vous montrer dans le temps imparti un certain nombre de choses sur le fonctionnement de Wikipédia. Et puis après, selon le temps disponible, on parlera d'autres aspects. Donc je vais d'abord faire un historique. Après, je vais donc décrire et donner des statistiques sur ce qu'est Wikipédia aujourd'hui. Je vais parler des grands principes de fonctionnement de Wikipédia et surtout, je vais vous amener à explorer d'une manière beaucoup plus détaillée une page de Wikipédia. Parce que quand vous consultez Wikipédia, vous ne voyez, comme je disais, que le haut de l'iceberg. Après, on pourra parler donc de la gestion de Wikipédia, qui contribue, quel est le rôle des administrateurs, quels sont les rôles des différentes personnes qui participent à Wikipédia, et comment la communauté de Wikipédia discute, les projets de Wikipédia, ou comment tout ça peut être discuté. On évoquera, mais plutôt à partir de vos questions, les problèmes de conflit, parce qu'il y a souvent des conflits sur Wikipédia, et comment ils peuvent évoluer, comment ils peuvent être réglés. Donc on verra un peu, selon vos questions, les problèmes de conflit. Et après, il sera intéressant, mais je pense que là, on n'aura pas le temps, d'évoquer, enfin, de voir comment contribuer très concrètement. Et ça pourrait éventuellement, je pense, faire l'occasion de faire peut-être un autre webinaire parce que c'est quand même assez compliqué. Donc voilà ce que je voulais vous dire en préalable et je vais attaquer donc avec un historique de Wikipédia. Donc Wikipédia, en fait, ça a d'abord été créé sous le nom de Nupedia par Jimmy Wales en 2001. Mais ce Nupedia, ça fonctionnait très lentement parce que il fonctionnait un peu comme un système scientifique. Il y avait beaucoup de contraintes pour pouvoir participer et donc le nombre d'articles augmentait très très lentement. C'est pour ça que Larry Sanger a proposé à Jimmy Wales de changer de système et de passer en GNU, hein, licence publique générale, afin d'accélérer le développement des articles et de passer en système wiki. Donc le wiki, vous connaissez un peu, c'est une application web qui permet à tout à chacun d'intervenir, de modifier un site web, et c'est grâce à ce système de wiki qu'il est possible donc d'agir directement sur le site de Wikipédia et donc de modifier les textes. Alors, le Wikipédia, en fait, il existe, on va le voir, 350 Wikipédia parce que ça fonctionne par langue. Donc, bien sûr, nous, on va surtout parler du Wikipédia francophone. Mais il existe la fondation Wikimedia, c'est important d'en parler, car elle est mondiale. Elle a été créée un peu plus tard pour permettre
pour assurer le soutien technique de tous les Wikipédia dans les différentes langues qui existent à travers le monde. Et donc là, c'est quelques salariés qui travaillent à la fondation Wikimedia, et c'est elle aussi qui, au niveau mondial, gère toutes les images et les illustrations. Car quand vous mettez une image dans Wikipédia francophone en particulier, elle sera après utilisable dans le monde entier. Donc, si on résume, Wikipédia, on peut dire que c'est un projet d'encyclopédie collective qui est à la fois universel, multilingue et qui fonctionne sur le principe du wiki. Ce projet donc est librement réutilisable et il doit être vérifiable, mais chacun peut le modifier et l'améliorer à tout moment. Quelques chiffres. Donc Wikipédia est effectivement aujourd'hui la plus grande encyclopédie mondiale, on peut le dire. C'est devenu évident. Tout le monde, comme en tous les cas dans les pays développés, commence à connaître Wikipédia. Et elle est alimentée chaque jour par plus de 100 000 contributeurs à travers le monde. Elle est visitée par près de 500 millions de visiteurs chaque mois. Elle propose aujourd'hui plus de 60 millions d'articles et plus de 25 000 articles sont créés par jour sur toutes les versions linguistiques de Wikipédia. Et on compte plus de 10 millions de modifications par mois. Ça bouge très vite. Quelles sont les différentes versions? Donc, il existe plus de 350 versions. Elles peuvent être dans des langues nationales ou dans des langues régionales. À titre d'exemple, j'en ai mis quelques-unes ici. Donc, vous voyez, il y a une version en catalan, il y a des versions en arabe, il y a des versions en grec, en zoulou, en différentes langues asiatiques. La version anglophone est de loin la plus grosse version, puisqu'elle comporte aujourd'hui près de 7 millions d'articles. Et la version francophone est une des principales, elle arrive un peu derrière, avec 2,7 millions d'articles. La vision francophone progresse actuellement rapidement, surtout depuis en 2025, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on pourra en parler. Aujourd'hui, sur la version francophone, il y a près de 4 millions de visites par jour. Voilà l'évolution du nombre d'articles dans le Wikipédia francophone. Donc vous voyez que ça a commencé fin 2001 et qu'aujourd'hui, en 2024, ça a progressé énormément. Moi, j'ai commencé à contribuer en 2006 et d'après les statistiques actuellement, en 2025, ça progresse encore plus vite. Si on regarde les différentes langues, vous voyez là, dans l'ordre décroissant du nombre d'articles par langue, que l'anglais est largement en tête. Après, vous avez Cebuano. Cebuano, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est une langue parlée aux Philippines, au départ sur l'île de Cebu. Mais vous voyez qu'il y a un chiffre qui est très surprenant, c'est que juste après, j'ai mis le nombre de contributeurs actifs. Donc vous voyez que dans la version anglophone, il y a 123 000 contributeurs actifs. Un contributeur actif, c'est quelqu'un qui fait au moins une contribution tous les mois. Alors que dans la version Cebuano, il n'y a que 163. Donc c'est un autre Wikipédia, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec le Wikipédia qu'on connaît. J'ai été y faire un tour, alors c'est écrit dans une langue que je ne connais pas, mais apparemment c'est quand même très... Bon, c'est plus léger, quoi. Après, vous avez la version allemande, mais en nombre de contributeurs actifs, elle est légèrement derrière la version francophone. Puis derrière, vous voyez qu'il y a des versions dans différentes langues. En chinois, la version espagnole est importante. Et puis la version en arabe aussi, il y a un très faible nombre de contributeurs. Donc, je serais curieux de voir un peu mieux comment ça fonctionne. Si on s'intéresse aux principes fondateurs de Wikipédia, je vais les donner ici. C'est des textes qu'on trouve sur Wikipédia et qui donnent effectivement quels sont les grands principes fondateurs de Wikipédia. C'est une encyclopédie qui ne contient pas de rumeurs, pas d'anecdotes, pas de publicité. En tous les cas, c'est bien l'objectif. Wikipédia est rédigé sur un ton neutre. Ces articles doivent refléter la situation actuelle sans prendre parti pour un point de vue particulier. Wikipédia est publié sous licence libre, donc tout à chacun peut copier, utiliser, distribuer le contenu. Et Wikipédia suit des règles de savoir-vivre. Donc on est censé être poli et rechercher le consensus. C'est pas toujours évident, mais c'est bien, ça fait partie des principes fondateurs de Wikipédia, c'est très important. Mais Wikipédia n'a pas d'autres règles fixes. Il ne faut donc pas hésiter à être audacieux dans ses contributions. Si vous faites des choses bizarres, il y aura des gens qui vous le diront et vous pourrez discuter pour essayer d'améliorer les choses. Il faut essayer de contribuer. Il n'y a pas de risque. Ces principes fondateurs sont essentiels pour permettre le fonctionnement de Wikipédia et c'est grâce à ça
qu'il a pris une telle importance à travers le monde. Donc, mais il y a pas de problème. On peut très bien commencer à contribuer, faire des contributions. Ça ne posera pas de problème. Il y aura des gens où on pourra être corrigé, réfuté, et parfois c'est énervant. Mais c'est pas grave, ça fait partie du fonctionnement de Wikipédia, c'est comme ça que ça marche. Alors d'une autre manière, le fonctionnement, donc il est bien clair que tout le monde peut contribuer à tout moment, et il y a toutes sortes de gens qui contribuent à tout moment. Une règle très importante, c'est que si vous créez un article, l'article doit être admissible. Alors c'est quoi un article admissible? C'est un article soit qui a une certaine notoriété, une notoriété reconnue, et surtout qui est derrière, il y a ce qu'on appelle des sources secondaires. Des sources secondaires de qualité. Il ne suffit pas d'écrire ce qu'on a envie sur Wikipédia, vous serez bloqué et votre article sera réfuté. On dit que c'est pas l'objet de raconter sa vie sur Wikipédia. Il faut que derrière, il y ait des preuves de ce que vous avancez à travers des sources secondaires. Si vous faites un article qui ne répond pas à cette règle, il y aura ce qu'on appelle un débat d'admissibilité. Je reviendrai là-dessus. Et donc, effectivement, le contenu doit être vérifiable grâce à des sources secondaires dites de qualité. Là au-dessus, bien sûr, il y a forcément des débats pour savoir ce que c'est qu'une source secondaire de qualité. Après, les échanges et discussions entre contributeurs doivent être cordiaux. Il faut éviter les conflits. Et il y a des guerres d'édition. Moi, j'ai déjà eu un certain nombre de guerres d'édition avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec mes interventions. Et puis, il faut donc constamment rechercher la neutralité de point de vue. En abrégé, sur Wikipédia, on appelle ça POV, vous verrez ça de temps en temps, ça veut dire point de vue. Et il faut adopter un style encyclopédique. Donc aussi, qu'est-ce que c'est qu'un style encyclopédique? Là aussi, ça fait l'objet de discussions qui ne sont pas toujours évidentes. Et si vous voulez contribuer, bon, moi, personnellement, quand je fais des contributions importantes, j'utilise mon ordinateur, mais le plus souvent, tous les jours, je vais plusieurs fois sur Wikipédia pour vérifier, pour vous voir des choses, je vous en parlerai, avec mon smartphone. On peut le faire aussi avec une tablette. Si vous allez aujourd'hui sur Wikipédia, vous verrez en haut à droite, on vous incite donc à créer un compte et après à se connecter pour pouvoir contribuer en tant que contributeur déclaré. C'est important, je vais vous donner des précisions sur cet aspect-là, à quoi ça sert de créer un compte. Parce que si vous allez, moi quand je contribue à Wikipédia, c'est pas la même chose qui apparaît, vous voyez. ARN, c'est en fait mon nom de contributeur sur Wikipédia. C'est ARN parce que je m'appelle Arnaud, et à l'époque, c'était bien avant le Covid-19. Mais bon, donc voilà, c'est mon nom de contributeur. Et après, donc, j'ai plusieurs petites symboles qui me permettent de faire des choses très importantes et intéressantes sur lesquelles je reviendrai. Voilà, donc ça, c'était une première. Ah oui, non, ben voilà, donc pour contribuer, il y a deux grandes manières de contribuer. Si vous ne vous déclarez pas comme contributeur, en fait, toutes vos contributions seront identifiées grâce au numéro IP de votre ordinateur. Mais si vous contribuez sans vous déclarer contributeur, ben pour les Wikipédiens, les gens qui contribuent beaucoup, déjà, c'est pas très bon signe. Parce que ça veut dire que vous voulez pas vous engager, et donc, il y a moins de crédibilité dans les modifications que vous ferez, dans les contributions que vous ferez. Et surtout, se déclarer contributeur, en vous identifiant donc par un pseudo, ça vous donne un certain nombre d'avantages et d'outils pour contribuer de manière plus efficace. Donc pour ça, il faut bien sûr s'inventer un pseudo. Alors, c'est pas obligatoire. Il y en a un certain nombre de gens qui préfèrent mettre leur nom réel. Vous pouvez, mais c'est relativement conseillé. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. Et donc, il faut se créer un mot de passe. Et une fois que vous êtes un pseudo et que vous pouvez donc vous connecter en tant que contributeur de Wikipédia. Dès que vous vous êtes connecté en tant que contributeur, vous êtes accueilli. Il y a un contributeur qui vous proposera de vous accompagner pour commencer à contribuer à Wikipédia. Donc, c'est un accueil qui fonctionne. Moi, j'ai connu ça il y a bien longtemps. Et surtout, quand vous êtes contributeur, vous avez un certain nombre de possibilités qui sont en particulier une page utilisateur. Quand vous êtes contributeur, en fait, sur Wikipédia, vous ne vous appelez pas contributeur, vous vous appelez utilisateur. Moi, je suis utilisateur de .arn.
Cette page d'utilisateur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre ce qui vous passe dans la tête, un peu qui vous êtes. Vous pouvez mettre des informations qui vous intéressent. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des images. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. Il y a des pages utilisateurs qui sont très intéressantes. Moi, j'en ai un certain nombre de côté parce qu'il y a des utilisateurs qui donnent sur leur page utilisateur des informations très utiles pour faciliter la contribution sur Wikipédia. Vous avez aussi une page de discussion. Donc, cette page de discussion, elle vous permet soit de discuter avec d'autres utilisateurs, soit à d'autres utilisateurs de venir discuter avec vous. Donc, ça sert de temps en temps, mais bon, moi, ça ne me sert pas beaucoup, mais ça m'a servi dans certaines occasions. Vous avez aussi une page de brouillon. La page de brouillon, elle est complètement privée. C'est une page sur laquelle vous pouvez commencer à écrire des articles. Elle fonctionne comme une page de Wikipédia. Et donc, vous pouvez tester l'article avant de le mettre en ligne. Vous pouvez le tester aussi longtemps que vous voulez. Et cette page est complètement privée. Les autres Wikipédiens n'y ont pas accès. Et j'arrive à la limite au plus important quand vous êtes contributeur, c'est ce qu'on appelle la liste de suivi. Donc, une liste de suivi, c'est une liste dans laquelle, enfin moi personnellement, il y a tous les articles que j'ai créés et tous les articles auxquels j'ai contribué, et puis d'autres articles qui m'intéressent. Cette liste de suivi, je peux la consulter instantanément, et je le fais plusieurs fois par jour, et elle donne toutes les modifications en ordre chronologique qui ont été faites le jour même. Alors souvent, moi j'ai au moins dans la journée une quinzaine de modifications d'articles auxquels je m'intéresse. Maintenant, on va commencer à regarder ce que c'est qu'une page de Wikipédia et voir qu'est-ce qu'il y a dedans et comment ça fonctionne. Là, j'ai mis la page échalote grise. C'est une page que j'ai créée il y a déjà un certain temps. Et c'est une page que j'aime bien parce que, en fait, pour les amateurs d'échalotes, l'échalote grise, c'est la seule, entre guillemets, vraie échalote. Toutes les autres échalotes que vous avez l'habitude de consommer, en fait, c'est la même espèce que l'oignon. Donc, elles sont du goût, elles sont très bonnes, mais elles sont plus proches de l'oignon que l'échalote grise, qui est un peu différente, qui a un nom latin différent et qui a plus de goût, mais qui a aussi des inconvénients, elle se conserve moins bien. Mais donc, voilà, j'ai pris ça comme exemple. C'est l'échalote grise Allium oscanini, alors que l'échalote classique, c'est Allium cepa, comme l'oignon. Quand vous voyez une page de Wikipédia, chaque article doit être structuré. Il y a quand même un guide pour que toutes les pages fonctionnent à peu près de la même manière. Donc, rien n'est obligatoire là-dedans, mais quand vous créez un article, vous devez a priori, en début de l'article, faire ce qu'on appelle un RI, un résumé introductif, qui est court, dans lequel il n'y a pas de référence, mais qui permet d'avoir en français simple une explication simple sur le contenu de l'article. Après, dans beaucoup d'articles, en haut à droite, vous avez ce qu'on appelle une infobox. Donc une infobox, elle se fabrique un peu automatiquement quand vous apprenez à contribuer et elle peut être assez différente selon le sujet que vous abordez. Pour les plantes, moi donc je fais beaucoup de botanique, ben c'est une infobox particulière, mais si c'est pour une personne, si c'est pour une chanson, si c'est pour autre chose, l'infobox contiendra des informations de nature différente et il y a très souvent, a priori, si possible, une image dans l'infobox pour rendre l'article plus attrayant et puis pour le renseigner sur le contenu de l'article. Après, bien sûr, vous avez le contenu de l'article avec un certain nombre de paragraphes. On parle de sections et de sous-sections qui permettent d'ordonner le contenu de l'article. Après, quand on crée un article sur certains types de sujets, il faut accepter a priori. Et si quelqu'un veut mettre un paragraphe avec des critiques sur ce que vous avez écrit, ce que vous avez fait, il a a priori le droit, puisqu'il s'agit bien que les articles soient neutres. Donc, si c'est un article qui présente d'un point de vue un sujet d'un point de vue partisan, il est normal qu'il y ait une place pour les critiques et vous ne pouvez pas vous y opposer, à condition que ces critiques reposent aussi sur des sources secondaires, de qualité. Après, ça c'est vrai pour tous les articles. Il y a ce qu'on appelle les notes et références. C'est là qu'apparaissent
toutes les sources secondaires qui permettent de vérifier le contenu de l'article. Et puis après, on peut rajouter aussi une partie qui s'appelle Voir aussi, dans lequel vous pouvez rajouter d'autres sources. Des articles connexes, ça veut dire d'autres articles de Wikipédia qui sont proches du sujet que vous discutez. Et puis, il y a aussi la possibilité de mettre des liens externes, hein, des liens Internet vers des sites qui parlent de manière intéressante de choses qui concernent cet article. Et puis, vous pouvez mettre une bibliographie, vous pouvez mettre aussi une vidéographie. Et enfin, à la fin de chaque article, il y a ce qu'on appelle des portails, un ou plusieurs portails et des catégories. Donc ça, c'est une classification à l'intérieur de Wikipédia qui permet de regrouper, de faciliter les recherches et de classer un peu tous les articles qui sont dans Wikipédia. Là, pour rentrer de manière plus détaillée, je vais vous donner l'exemple d'un article tel qu'il devrait être en botanique. Donc, comme je l'ai dit, a priori, il y a d'abord un résumé introductif, et après, l'infobox, en botanique, on l'appelle une taxobox. Parce que vous le savez peut-être, mais quand on parle du vivant, toutes les espèces, les plantes, les animaux ont un nom latin qui est la conséquence de discussions difficiles souvent entre tous les spécialistes pour définir la taxonomie, c'est-à-dire la classification de cette espèce dans le monde du vivant. Donc, tous les articles de botanique ou présentant des animaux contiennent une taxobox qui donne un peu toute la classification de cette espèce. Après, vous pouvez décrire, bien sûr, l'espèce en question, parler de sa répartition dans le monde, dans quel milieu elle se développe, puis parler, si elle est cultivée, de le mode de culture, des maladies, des ravageurs. Après, bien sûr, si c'est une plante utilisée, ben de son utilisation. Vous pouvez mettre une galerie avec des photos, des images de l'objet de la plante. Et puis, donc là, je reviens là-dessus, des précisions sur la taxonomie, sur les synonymes de la plante, sur l'étymologie du nom latin, et puis aussi ben, sur tous les noms que cette plante peut avoir dans différentes langues. Après, il y a ce qu'on appelle des références taxonomiques. C'est presque obligatoire pour les plantes, c'est-à-dire c'est toutes les grandes bases de données qui précisent le classement de cette plante, car toutes ces bases de données ne sont pas toujours d'accord. C'est assez compliqué de donner un nom de plante quand on découvre une nouvelle espèce, ou même pour trier, pour éviter que des plantes différentes aient bien des noms différents pour bien classer tout le monde du vivant. Après, donc, il y a les notes et références, j'en ai parlé. Et après, donc, des articles connexes, des liens externes, le portail et les catégories. Donc, pratiquement, par exemple, voilà le cas de l'échalote grise. Donc, vous voyez en haut, donc là, vous voyez bien qu'il y a donc le résumé introductif, après une description, et à droite, donc ce que j'ai appelé la taxobox, avec toute la classification. Si je descends un peu plus loin, là, vous voyez, il y a des informations sur l'utilisation de l'échalote grise, et puis la suite de la taxobox qui donne toute la classification de cette espèce. Après, on parle un peu de sa répartition, où on la trouve dans le monde. Enfin, là, je défile vite. Et puis après, plus loin, on parle de la systématique, hein, c'est-à-dire les problèmes effectivement de nom correct de cette espèce. Et puis les liens externes dont je vous ai parlé, qui donnent des références avec des liens Internet hein, sur toutes les bases de données qui précisent cette espèce. Et enfin, vous avez donc les portails. Donc vous voyez que l'échalote, eh ben, elle est dans le portail de la botanique, dans le portail des plantes utiles et dans le portail des épices et aromates. Et puis après, vous avez aussi des catégories qui disent que à quelle famille ça appartient, qui donnent encore d'autres précisions. C'est une plante potagère, c'est un légume bulbeux, c'est un aromate. Donc tout ça, c'est des précisions sur l'espèce en question. Maintenant, on va arriver, je dirais, un peu au cœur de Wikipédia et je vais vous dire des choses que vous n'avez fait sans doute pas habituellement, mais qui commenceront à vous faire comprendre que quand vous allez sur une page de Wikipédia, vous ne voyez que le haut de l'iceberg. Vous voyez que j'ai entouré un certain nombre de ce que j'appelle des onglets. Donc là, il y en a, mais ceux de là, ils sont moins importants. C'est simplement des résumés. C'est le plan de Wikipédia. Ça vous donne accès à un certain nombre de choses qui pourront vous être très utiles, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler maintenant. Par contre, il y en a deux que j'ai entourés en rouge. Donc, ils sont la page de discussion
est la page qui vous permet de voir l'historique de l'article. Donc, je vais commencer par ça. Vous voyez que, donc, effectivement, oui, donc tous ces onglets, je vais revenir en particulier sur l'onglet discussion et sur l'onglet voir l'historique. Les autres, ils sont importants, bien sûr. Par défaut, quand vous ouvrez un article, vous voyez l'article et vous voyez, c'est l'onglet lire qui est activé. Mais donc, si vous cliquez sur voir l'historique, vous avez accès à tout l'historique de l'article, c'est-à-dire toutes les modifications depuis la création de l'article qui ont été faites sur cet article et qui donnent un certain nombre de précisions et qui vous permettent de savoir exactement ce qui s'est passé, comment a été créé l'article, à quelle date, quels sont les contributeurs qui ont fait des modifications, quelle est l'importance de chaque modification. Par exemple, si c'est une toute petite modification, il y a un M qui apparaît disant que c'est une modification mineure. Ça donne des indications sur la taille de l'article, sur l'évolution de la taille de l'article. Ça donne des indications sur le motif de la modification. À chaque fois que vous faites une modification, vous êtes censé dire quelle modification, de manière très résumée, est-ce que vous faites. Et enfin, vous avez la possibilité d'annuler une modification par un simple clic. Moi, ça m'arrive assez fréquemment. Si je vois une modification stupide, ce qu'on appelle un vandalisme, par exemple, eh ben je l'annule tout simplement en disant pourquoi je l'ai annulé. Et l'autre, voilà, donc de manière très précise, là c'est un exemple d'un historique d'un article. Donc là, si vous regardez très bien, vous verrez un certain nombre d'informations très précises. Donc là, ça c'est ce qui permet de visualiser, mais vous voyez, on peut faire la comparaison entre la première ligne et la deuxième ligne, par exemple, mais on pourrait faire cette comparaison entre n'importe quelle ligne et n'importe quelle ligne instantanément. Donc, en tête arrivent les dernières modifications de l'article. Donc, le 1er mars 2025, à 0h23, l'utilisateur Poudras Us, et là vous pouvez discuter avec lui ou voir les contributions qu'il a fait une modification mineure. Il a rajouté juste un caractère, puisque c'est passé de l'article qui avait 6771, et là il en a depuis 6772. Et vous voyez que là, il suffit de cliquer, par exemple, pour annuler cette contribution. Donc, comme ça, vous pouvez faire toutes les comparaisons que vous voulez. Alors, vous voyez que là, par exemple, moi, j'ai contribué un certain nombre de fois à cette page. C'est pour ça que, donc, elle est effectivement dans ma liste de suivi. Moi, je m'appelle ARN, voilà, j'ai fait des modifications. Donc, cette page est extrêmement importante quand on veut comprendre le contenu d'un article et qu'on veut le modifier pour voir ce qui s'est passé. Si vous faites des modifications de choses qui avaient déjà été, enfin, bon, vous n'êtes pas obligé de regarder, mais c'est quand même extrêmement utile. Et si vous donc cliquez sur les deux lignes, par exemple, je vous ai donné là un titre d'exemple, vous comparez deux lignes à des dates différentes. Donc là, j'ai comparé Poudras US avec sa modification, une ligne, et puis une autre version. Et vous voyez que la seule modification qui a été faite là, en l'occurrence, ici, il y a quelqu'un qui a rajouté cette phrase. Alors moi, j'ai donné que ça comme exemple. Donc là, ben voilà, il a rajouté la carotte est l'aliment typique du lapin, notamment Bugs Bunny. Alors vous pouvez dire, est-ce que c'est une contribution utile ou pas utile? C'est à vous de le dire. Il y a des gens qui trouveront ça intéressant, il y en a d'autres qui trouveront pas ça intéressant. C'est pas complètement faux, c'est peut-être pas complètement captivant. Bon, voilà, c'est un exemple d'une comparaison que vous pouvez faire pour voir exactement quelle est la modification qui a été faite par un contributeur le 11 avril 2025. Maintenant, on va aller dans la page de discussion. Donc, la page de discussion, à chaque article, vous avez en haut à gauche une page de discussion pour chaque article. Ces pages de discussion, elles peuvent être extrêmement longues et elles peuvent ne pas exister. Donc, il y a la plupart des pages, il n'y a pratiquement pas de page de discussion. Dans ce cas-là, elle apparaît en rouge. Tout ce qui apparaît en rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de contenu derrière. Mais chaque contributeur peut librement ajouter un sujet de discussion. Moi, il m'est arrivé assez souvent de discuter sur un article. Surtout, si vous mettez une discussion, ben, il y a d'autres contributeurs qui sont amenés peut-être à répondre aux questions que vous posez ou aux questions qu'eux se posent. Et donc là, c'est vraiment là que se résolvent, c'est grâce à cette page de discussion que peuvent se résoudre tous les problèmes d'avis
différents sur le contenu d'une page. Toutes les questions et réponses sont signées et datées avec le nom du contributeur et toute modification importante d'un article. Donc, si vous faites juste une correction d'orthographe, une virgule, des tas de petites choses, ça ne se justifie pas d'en parler en page de discussion. Par contre, en particulier, si vous supprimez un paragraphe ou si vous voulez rajouter des choses importantes dans un article, normalement, il est correct, il est important d'expliquer ça dans la page de discussion. Car c'est grâce à la page de discussion que vous pourrez discuter en particulier avec celui qui a créé l'article. Automatiquement, si vous faites une création d'une discussion sur la page de discussion, celui qui a créé l'article est prévenu. Donc, il peut, à ce moment-là, donner son avis et expliquer pourquoi ce que vous avez fait est intéressant ou n'est pas intéressant et qu'on se mette d'accord pour savoir ce qu'il est possible de faire. Et quand il y a un conflit, eh ben, c'est grâce effectivement à cette page de discussion qu'on pourra arriver à créer un consensus et qui pourra permettre de faire ou de ne pas faire des modifications. Juste aussi, en début de la page de discussion, il y a une appréciation de l'intérêt de l'article qui est faite par des contributeurs et qui peut dire que cette page est bonne, moyenne, faible. Il y a ce qu'on appelle des articles de qualité aussi. Il n'y en a pas énormément, qui sont des articles qui sont, en général, extrêmement complets et extrêmement bien faits. Là, je vous donne un exemple d'une page de discussion. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, en fait, c'est un article que j'ai créé aussi. Hein, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Agrophilosophie. Et donc, tout de suite, je l'avais à peine créé qu'il y a deux contributeurs qui ont mis des bandeaux. Alors, souvent dans les articles de Wikipédia, vous verrez qu'il y a un bandeau qui est un peu une restriction, qui dit que votre article ne va pas pour telle ou telle raison. Et bien là, je leur ai essayé de leur expliquer que ce qu'ils disaient, je n'étais pas d'accord. On a discuté et finalement, ben pour l'instant, les bandeaux ont été supprimés. Il n'y a plus de bandeaux sur la page. On va aborder un autre sujet, un autre onglet qui est à droite sur une page de Wikipédia qui s'appelle Outils. Donc, si vous cliquez sur cet onglet, vous verrez un certain nombre de lignes apparaître et je vais vous parler de deux lignes. Toutes les lignes ont un intérêt, mais il y en a deux sur lesquelles je vais revenir. Il y en a une qui s'appelle Téléverser un fichier et une autre qui s'appelle Information sur la page. Donc, si on va sur Téléverser un fichier, là, c'est quand on veut ajouter une image dans Wikipédia ou une illustration. Si vous voulez ajouter une image ou une illustration, tout le monde peut le faire à tout moment, mais ça ne se fait pas à proprement parler dans Wikipédia, mais dans ce qu'on appelle Wikimedia Commons, parce que cette image, elle donnera droit à tous les contributeurs du monde entier d'utiliser cette image pour différents usages, mais donc c'est vraiment une opération mondiale. Vous n'êtes plus sur le Wikipédia francophone, vous êtes dans Wikimedia Commons, c'est-à-dire le partage des photos et des illustrations au niveau mondial. Donc il faut bien sûr qu'a priori votre image ou votre illustration soit de qualité, et il faut que vous ayez l'autorisation de la mettre. Vous ne pouvez pas mettre un certain nombre de choses si vous n'avez pas les droits. Aujourd'hui, tous les problèmes de droit de l'image sont devenus très importants et sont réglementés. Donc, vous pouvez bien sûr mettre une photo que vous avez prise vous-même et qui n'a pas a priori de problème pour cette photo. Vous pouvez la mettre, puisque c'est vous qui l'avez créée. Donc, c'est vous-même qui avez les droits sur cette photo. Et aussi, tout ce qui a plus de 70 ans ou surtout plus de 100 ans, dans ce cas-là, c'est dans le domaine public. Vous pouvez le mettre sur Wikipédia. Et sinon, il faut que vous ayez une autorisation approuvée. Il y a des moyens d'arriver à avoir des approbations pour pouvoir mettre une image. Quand vous téléversez une image, il faut choisir une licence. Il y a plusieurs licences, mais c'est toutes des licences ouvertes qui donnent le droit de reproduire l'image que vous avez mise. Il vous faut décrire un minimum l'image et il faut mettre des informations comme la date, des mots-clés, une catégorie pour que cette image puisse être plus facilement utilisée par d'autres. La deuxième point qu'on peut signaler juste dans les outils, que je vous signale ici, c'est l'onglet qui s'appelle Informations sur la page. Et si vous allez en bas, vous voyez, il y a un certain nombre d'informations sur la page qui a été créée. Il y a une ligne qui s'appelle je remonte, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, il y a le chiffre 716.
c'est le nombre de fois où la page a été consultée au cours du mois précédent. Donc, si vous voulez savoir si une page est consultée souvent, il vous faut aller là et vous trouverez cette information à cet endroit-là. Alors après, il y a quelques autres onglets qui sont très intéressants. Donc, en haut, vous avez un onglet qui s'appelle Langue. Et là, bien sûr, vous pouvez voir pour un article, donc combien de langues l'article a été créé. Donc là, j'ai mis un titre d'exemple. Hein. Tipuana tipu, bah, c'est un arbre. Ben, il existe déjà dans un grand nombre de langues. Donc voilà, c'est une information. Et moi, j'utilise quand même pas mal ça parce que pour créer des articles de botanique, très souvent, je vais voir s'ils existent dans la version anglophone et je m'appuie sur la version anglophone pour créer une version francophone. Bon, ça, on a le droit de le faire. Hein. On reprend un certain nombre d'informations qui figurent sur un Wikipédia d'une autre langue et on la rentre dans la version pour moi francophone. Alors maintenant, on va parler un peu de que modifier et comment modifier. Bien sûr, quand vous faites des petites modifications de typographie, d'orthographie, d'un lien interne, tout ça, c'est très facile, c'est simple, ça peut être fait très rapidement. Pratiquement, il n'y a même pas besoin de dire, enfin, il faut le préciser, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. C'est monté, je pas ce que je voulais. Après, j'ai mis une deuxième ligne qui s'appelle faire ce qu'on appelle une wikification. Là, c'est pratiquement, ben, je vous ai montré par exemple pour une page de botanique quelles sont les choses qu'il faut respecter. Ben, wikifier, ça veut dire mettre dans la forme conseillée de Wikipédia le contenu de l'article, respecter les règles usuelles de présentation d'un article. Si vous faites une grosse modification, donc comme je vous l'ai dit, normalement, vous êtes censé aller dans la page de discussion et vous appuyer sur des sources secondaires, faire attention aux problèmes de copyright, et donc c'est plus compliqué et il faut prendre certaines précautions pour faire une grosse modification dans un article qui existe déjà. Ensuite, vous pouvez simplement, alors souvent, quand vous lisez un article, vous voyez quelque chose que vous trouvez, où vous ne trouvez pas les sources secondaires, où c'est mal expliqué, et dans ce cas-là, vous pouvez demander une amélioration. Donc, il suffit de rajouter un petit code qui rajoute référence nécessaire. Donc moi, c'est arrivé assez souvent que je trouve sur des articles que j'avais créés une demande de référence nécessaire. Donc j'essaye de la mettre, de trouver une source et d'expliquer pourquoi j'ai pu mettre ça. Ou à posteriori, ça m'arrive aussi moi-même de le mettre sur d'autres articles parce que je trouve que ce qu'ils ont mis n'était pas clair. On peut aussi, donc comme je l'ai évoqué, ajouter une restriction. Il y a toutes sortes de modèles de questions pour dire à un contributeur qui a un problème sur cet article. On peut ajouter un bandeau. Moi, pratiquement toutes les fois que je crée un nouvel article de botanique, je mets un bandeau qui dit que cet article est une ébauche et que tout le monde peut contribuer pour essayer d'améliorer le contenu de cet article. Et puis, on peut aussi souvent, parce qu'un article peut avoir pourrait correspondre à plusieurs titres différents, et dans ce cas-là, on crée ce qu'on appelle une redirection, c'est-à-dire que pour aller sur un article qui a donc plusieurs noms différents, par exemple, en botanique, ben souvent les plantes ont un nom latin et un nom dit vertaculaire, un nom commun, et ben on crée soit une redirection du nom commun vers le nom latin, soit une redirection du nom latin vers le nom commun. On peut demander le renommage d'un article. Si on trouve qu'un article, que le titre de l'article n'est pas satisfaisant, on peut très facilement demander un renommage d'un article et donc modifier le nom, le titre de l'article. On peut aussi proposer la fusion de deux articles. Ça arrive assez souvent que deux articles en fait, parlent pratiquement du même sujet ou d'une manière très proche. Donc, bref, qu'il serait intéressant de faire qu'un seul article à partir de deux articles différents. Et dans ce cas-là, on fait une proposition de fusion et on discute avec ceux qui ont créé l'article ou avec d'autres contributeurs pour savoir dans quelle mesure il est possible de faire qu'un seul article avec deux articles voisins. Et puis, on peut bien sûr demander aussi la suppression d'un article qui, pour une raison ou pour une autre, ne semble pas convenir. Et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle un débat d'admissibilité.
Donc, il faut en faire une demande et c'est un administrateur qui crée ce qu'on appelle un débat d'admissibilité. Et pendant un certain temps, vous avez la possibilité de contribuer, de donner votre avis sur l'admissibilité de cet article. Et au bout d'un certain temps, il y a une espèce de vote. Et s'il y a davantage de gens qui considèrent qu'il faut supprimer l'article que de ceux qui trouvent qu'il faut le conserver, eh ben, l'article est supprimé. Donc, moi, ça m'est arrivé. Sur les 700 articles que j'ai créés, j'ai eu 3 articles qui ont été supprimés. Je n'étais pas content, mais c'est parce que je n'ai pas réussi à bien me défendre. Après, voilà un exemple d'une petite contribution, ce qu'on a, c'est à la limite d'un vandalisme. Vous voyez, je vous mets un exemple. Donc, j'ai fait la comparaison grâce à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire voir l'historique. Eh ben, vous voyez qu'à gauche, il y a quelqu'un qui a rajouté à la place de. En fait, quand il y a ces signes-là, donc ça c'est le code de Wikipédia, coquelicot, c'est le titre de l'article, et cloclicot, ce qu'il a rajouté, c'est ce que vous lirez quand vous lisez la page. Donc là, il a suffi, en un clic, de supprimer ce cloclicot pour qu'on arrive de nouveau à coquelicot. Donc là, c'est une petite modification et c'est quelqu'un qui a fait une modification stupide qui a immédiatement été corrigée en remettant en coquelicot pour coquelicot. C'est un exemple. Donc, comme vous le voyez par exemple là, en fait, quand on contribue vraiment à Wikipédia, on utilise ce qu'on appelle un code. Le code, on fait modifier en code. Et ça veut dire qu'on peut faire des choses beaucoup plus précises que si vous ne le faites pas en code. Donc, c'est ce qu'on appelle un code. Ça veut dire qu'il y a des balises qui vous permettent de faire toutes sortes de choses. Mais ça demande une formation au minimum. Et il y a beaucoup de choses qui sont faciles à faire parce qu'il y a des outils automatiques. Moi, au début, quand j'ai commencé à contribuer à Wikipédia en 2006, il y avait beaucoup moins d'outils. Aujourd'hui, c'est plus facile de contribuer à Wikipédia grâce à ces outils qui font un certain nombre d'opérations automatiquement. Voilà un exemple d'une page en code. Donc là, je vous ai parlé de la taxobox pour un article de botanique. Tout ce que vous voyez là, en fait, quand vous le rentrez en dur dans Wikipédia, quand vous contribuez, ça apparaît comme ça. Et après, vous, quand vous allez sur Wikipédia, ben, c'est la taxobox que vous voyez en haut à droite et qui a un aspect. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez au tout début, là, il y a marqué échalote grise de JPG. Ben ça veut dire que dans la taxobox va apparaître la photo de l'échalote grise qui s'appelle échalote grise de JPG. Donc, c'est comme ça, en fait, quand vous contribuez en code, que vous rentrez une image pour la taxobox. Mais après, vous pouvez mettre d'autres images dans le texte. Toutes les fois qu'il y a par exemple, Allium, vous voyez ici, est encadré par des doubles crochets, ben ça veut dire que c'est un lien interne. Ça va apparaître en bleu dans Wikipédia et vous pourrez cliquer dessus et ça vous enverra automatiquement sur l'article Allium. C'est ce qu'on appelle des hypertextes. Donc, il y en a plein. C'est une des particularités de Wikipédia qui est très utile quand on se promène. Et puis là, quand vous avez ref, eh ben ça veut dire que ça va envoyer une référence. Tout ça, ça va se faire automatiquement quand vous contribuerez et vous avez des outils pour vous faciliter le travail. Par exemple, pour ajouter une contribution, on clique sur sourcer et ça vous donne un peu qu'est-ce qu'il faut faire rentrer pour ajouter une nouvelle source. On va aborder maintenant le sujet de contribution et un peu comment contribuer. Donc, il y a différents types d'utilisateurs, bien sûr. Tous les contributeurs, pratiquement, quel que soit leur titre, sont des utilisateurs. Donc, si vous allez demain sur Wikipédia, vous serez un utilisateur lambda. Par contre, si vous commencez, vous vous déclarez bien sûr comme contributeur et que vous avez déjà fait un certain nombre de contributions, en tous les cas plus de 50, vous serez ce qu'on appelle un utilisateur autoconfirmé et ça vous donne, vous êtes déjà plus crédible. C'est-à-dire que vous serez vos articles, quand les autres contributeurs voudront discuter avec vous, ils savent que vous êtes déjà quelqu'un qui connaît un peu le fonctionnement de Wikipédia. Et puis, il peut y avoir ce qu'on appelle des faunés. Par exemple, c'est des gens qui prennent plusieurs noms de contributeurs parce qu'ils ont eu des ennuis avec un nom ou pour d'autres raisons. Donc, ils se créent 2 noms de contributeurs différents. C'est pas très bien vu dans Wikipédia, mais ça se fait.
Et puis, vous avez par exemple ce qu'on appelle des KU. Et donc, ça, c'est quelqu'un qui a créé un article uniquement, qui a créé un seul article, qui s'est inscrit à Wikipédia uniquement pour un seul article. Donc, ça veut dire qu'il avait envie de dire quelque chose, il s'est inscrit comme contributeur et il a uniquement contribué à cet article. Donc, ça aussi, je dirais, c'est pas très bien vu sur Wikipédia. Donc, moi, je suis un utilisateur, disons, autoconfirmé, et c'est comment j'agis, moi, tous les jours, en fait, sur Wikipédia. J'ai ce que je vous en ai parlé tout à l'heure, ce que j'appelle une liste de suivi. Et donc, je vais sur ma liste de suivi. Et là, voilà, j'ai cliqué sur ma liste de suivi. Et voilà ce que j'ai vu, ce que je vois. Donc, ça, je l'ai fait, je ne sais plus à quelle date, il n'y a pas très longtemps. Et voilà, donc chaque page, chaque ligne, c'est une modification sur un des articles sur lequel j'ai contribué ou que j'ai créé et qui me donne des informations là-dessus. Et je vois donc, si en particulier, s'il y a des bêtises, s'il y a du vandalisme, je le corrige immédiatement. Donc ça, c'est ma liste, c'est la liste de suivi que je consulte moi plusieurs fois par jour. Donc c'est comme ça, si vous voulez, que Wikipédia, je dirais, est fiable. C'est parce qu'il y a des milliers de contributeurs comme moi qui tous les jours ou très fréquemment vont corriger les bêtises qui sont mises par des contributeurs pour différentes raisons, ou des choses au contraire, si c'est quelque chose de très bien, eh ben on est content et à la limite, on le remercie. Moi, ça m'arrive assez souvent de remercier un contributeur qui a amélioré un des articles que j'avais fait. Et donc ça, je l'ai vu grâce à ma liste de suivi. Après, pour corriger Wikipédia, il y a aussi ce qu'on appelle des bots. Donc là, les bots, c'est des roseaux, des robots, excusez-moi. Et donc, il y a toute une série de bots qui tournent en permanence sur Wikipédia. Donc, ces bots sont en général créés par des contributeurs et ils font différents types de corrections. Là, j'en cite quelques-uns. Moi, régulièrement, dans ma liste suivie, ben, je vois des corrections, des modifications qui ont été faites par un de ces bots. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous commencez à contribuer et que vous allez voir l'historique, vous verrez qu'il y a très souvent des modifications qui sont faites par des robots qui tournent en permanence pour améliorer Wikipédia. Là, par exemple, brutalement, je suis tombé sur celui-là, j'ai rien compris parce qu'apparemment, il est dans une langue étrangère. Donc, j'ai compris après qu'en fait, c'est parce que j'avais fait une modification sur quelque chose qui concernait l'Afrique du Sud et ça, apparemment, c'est dans une langue d'un dialecte d'Afrique du Sud. Bon, mais voilà, j'ai été assez surpris de voir ce bot qui avait fait quelque chose sur une de mes contributions. Alors, maintenant, je vais évoquer un peu tous les autres rôles qui existent sur Wikipédia pour assurer son bon fonctionnement. Et là, tout ça, là, pratiquement, c'est essentiellement sur la version francophone. Donc, il y a ce qu'on appelle des administrateurs. Les administrateurs, ils sont 150 sur le Wikipédia francophone et ils sont élus pour 3 ans. Donc, on peut participer à l'élection des administrateurs. C'est des élections où il y a beaucoup de contributeurs qui participent. Il faut que ce soit quelqu'un qui est effectivement expérimenté et qui a de bonnes pratiques reconnues par un grand nombre de contributeurs pour pouvoir jouer ce rôle d'administrateur pendant 3 ans. Et les administrateurs ne sont, il faut bien préciser que les administrateurs ne corrigent pas les articles sur le fond. C'est pratiquement toutes leurs interventions portent essentiellement sur la forme, c'est-à-dire sur le respect des principes de Wikipédia. Mais ils ne donnent pas leur avis, ils n'ont pas à intervenir sur le fond. Le fond, il est discuté entre les utilisateurs. Les administrateurs, ce n'est pas leur rôle. Et les bureaucrates, qui sont au-dessus, ils gèrent justement le statut des utilisateurs ayant des fonctions. Donc c'est eux qui participent au fonctionnement, au statut des différents types d'utilisateurs. Les stewards, ce qu'on appelle les stewards, ils sont au niveau mondial et ils sont au-dessus des bureaucrates. Il y en a que 32 donc, au niveau mondial. Après, n'importe quel utilisateur peut pratiquement demander à être ce qu'on appelle un patrouilleur, c'est-à-dire quelqu'un qui va aller se promener très souvent sur Wikipédia, qui va détecter des défauts, des problèmes,
et qui va les signaler, qui va essayer de résoudre, de critiquer pour essayer d'améliorer les articles qui posent problème. Les utilisateurs aussi qui peuvent se déclarer révocateurs. Et dans ce cas-là, ils sont amenés peut-être à poser davantage de bandeaux, à faire des suppressions. Bon, c'est effectivement très frustrant hein, quand vous faites quelque chose sur Wikipédia de voir que quelqu'un pose un bandeau ou se fait des suppressions importantes. Alors, ces révocateurs donnés par des bureaucrates des outils qui leur permettent de faire ça plus facilement. Il y a aussi, par exemple, un contributeur qui a un rôle très spécialisé, qui s'appelle, son nom de contributeur, c'est Chris Aliège, et c'est lui qui gère l'admissibilité des articles. Si vous trouvez qu'un article n'est pas admissible, c'est lui qui gérera le débat d'admissibilité de cet article. Donc il y a aussi des utilisateurs qui créent les bots que je signalais tout à l'heure. Et donc là aussi, il faut qu'ils aient l'autorisation de créer un bot. Et puis après, par exemple, il y a ce qu'on appelle les wikignomes. C'est des gens qui touchent à tout, hein, qui se promènent sur Wikipédia et qui font des remarques, des modifications. Ils définissent eux-mêmes comme des wikignomes. C'est du langage de Wikipédia. Alors là, je vais vous simplement quelques exemples de fonctionnement de Wikipédia. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle rajouter refnec, ça veut dire référence nécessaire sur des choses, sur quelque chose pour lesquelles les sources secondaires ne sont pas évidentes. Et donc, vous souhaitez avoir des précisions. Donc, on peut rajouter ce refnec. Bien sûr, quand on voit de la publicité plus ou moins cachée, et même dans les sources secondaires, a priori, on les supprime. Hein. Donc moi, ça m'arrive de temps en temps de supprimer purement et simplement quelque chose qui s'apparente à de la publicité, à des choses, à des ventes. Donc ça, c'est interdit sur Wikipédia. Il y a aussi des gens qui font des formulations trop bizarres, qu'on peut juger non encyclopédiques. Et donc, dans ce cas-là, ben, bien sûr, on essaye de trouver une meilleure formulation. On peut faire des annulations, des révocations, des revers. Et de temps en temps, il apparaît ce qu'on appelle une guerre d'édition. Moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Donc, ça veut dire qu'un révocateur, quelqu'un a enlevé un passage qui me semblait important. Donc, moi, je le remets, il le réenlève, je le remets, il le réenlève. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la règle des trois révocations, R3R. Donc, normalement, il est convenu qu'on arrête et que tant qu'il n'y a pas eu un consensus sur la page de discussion, l'article ne bouge plus. Pour éviter donc ce truc, ça peut arriver assez souvent. Les débats d'admissibilité, donc j'en ai déjà parlé. Donc, mais pour voter, pour avoir le droit de voter, enfin, vous pouvez donner votre avis dans n'importe quel débat d'admissibilité auquel vous pouvez être, qui vous semble intéressant, mais pour que votre vote soit pris en compte, il faut que vous ayez déjà au moins réalisé 50 contributions enregistrées. C'est très facile d'avoir 50 contributions, il suffit de faire des modifications de détail, donc vous pouvez y arriver facilement, mais pour que votre vote soit pris en compte, il faut effectivement avoir déjà réalisé au moins 50 contributions. Donc là, je vais passer directement à l'image suivante. Donc juste d'une manière très simplifiée, qui écrit, tout le monde peut le faire, qui vérifie, tous ceux qui en ont envie, qui valide, personne en particulier, éventuellement un petit vote de plusieurs contributeurs qui dégage une sorte de consensus de la communauté. C'est la communauté qui règle les conflits, qui certifie la fiabilité d'une page et donc du savoir. Personne n'a la possibilité de certifier. C'est vraiment un consensus appuyé par des sources secondaires ou tertiaires de qualité, mais tout peut toujours être remis en question. Il est possible de bloquer temporairement ou définitivement un contributeur sur un article s'il y a vraiment des difficultés réelles. Et dans ce cas-là, des genres de décisions sont prises par deux ou trois administrateurs après discussion entre eux. Quelques mots juste sur l'évolution actuelle sur laquelle nous pourrons être amenés à discuter. Donc aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'articles critiques de Wikipédia dans le journal Le Point, dans Le Monde, dans Le Figaro. Il y a des accusations de wokisme de gauche sur Wikipédia. Et donc, il y a eu, suite à ces articles,
une réaction de Wikipédia. On pourra évoquer ces points si vous le souhaitez. Et puis, le problème qui arrive aujourd'hui, bien sûr, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle sur Wikipédia. Et ça pose deux types de grands problèmes. D'une part, c'est des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des articles. Est-ce qu'il faut les repérer, les vérifier et les limiter? Et puis d'autre part, ben, l'utilisation par les IA des articles de Wikipédia. Donc là, on se mord un peu la queue, c'est-à-dire que Wikipédia va chercher l'intelligence artificielle, pardon, va chercher dans Wikipédia des informations et Wikipédia est nourri par l'intelligence artificielle. Donc ça pose effectivement des problèmes. C'est des sujets qui sont fortement discutés aujourd'hui dans Wikipédia. Voilà. Ben voilà, donc maintenant, ben, on peut passer aux questions, hein. Donc moi, je vous incite vivement à contribuer à Wikipédia parce que pour restreindre ces évolutions qui ne sont pas toujours bonnes, eh ben, c'est par des gens qui ont une formation scientifique, à mon avis, qu'on peut y arriver. Et donc, je souhaite, je pense qu'il est important que des gens ayant une formation scientifique contribuent à Wikipédia. Il y a énormément de travail à faire encore dans la version francophone. Voilà. Merci Jean-Daniel, merci. Ce sujet, comme je l'ai dit en préambule, est très compliqué. Je pense que tu vas pouvoir aussi l'imager avec les exemples et avec les questions que nous posent nos spectateurs. Comme d'habitude, un petit moment de respiration. Je vous passe une petite présentation. Je vous rappelle qu'on existe essentiellement et même seulement grâce aux adhésions à notre association et grâce aux abonnements à SPS. Je vous remercie d'y réfléchir. Je sais que beaucoup des spectateurs ne sont pas membres de la FIS, quelquefois simplement lecteurs de SPS. Les deux choses sont importantes et sont très importantes pour qu'on puisse continuer à vous fournir ce genre de choses, de travail de qualité. Je vais te donner la parole, cher Michel. Tu vas pouvoir engager la discussion. Merci Jacques. Effectivement, synthèse, non, pas vraiment, mais en revanche, peut-être une classification des questions. Hein, je vois trois groupes principaux de questions. Il y a d'abord des questions qui portaient sur la présentation, sur l'historique, hein, des petites questions de détail. Après, certaines plutôt sur la gestion, le fonctionnement, la notion de neutralité revient souvent. Et puis après, bien sûr, il y a les débats actuels, hein, qui rebondissent sur ce que tu as dit sur les polémiques actuelles avec Le Point, Le Monde, etc. Voilà, on y reviendra. Alors, la première question qui avait été posée, elle était à propos de l'historique finalement, c'était de savoir s'il y avait une volonté de démocratie. Est-ce que c'était un peu, est-ce que ce qui a animé l'idée de lancer Wikipédia, c'est quelque chose qui serait assez comparable à l'encyclopédie du siècle des Lumières, par exemple, hein, voilà. Ben, bien sûr, enfin pour moi, ça me semble évident que l'objectif, c'est d'arriver à faire une encyclopédie universelle auquel tout le monde peut contribuer. Ce qui s'est passé donc avec Nupédia, c'est qu'effectivement, c'était trop confidentiel parce que trop compliqué. Ça fonctionnait un peu comme une contribution à un article scientifique où il faut donner un certain nombre de garanties. Et donc, le nombre d'articles augmentait trop lentement, alors que là, il y a eu, grâce au système Wiki et grâce à une volonté d'ouverture totale, l'objectif est de faire participer le maximum de gens. Et à partir du moment où ça a commencé à bien fonctionner, il y a effectivement eu petit à petit énormément de gens qui se sont mis à contribuer. Alors, une petite question, je dirais très très ponctuelle, très pratique, pratico-pratique. Est-ce qu'on peut donner comme référence dans Wikipédia une source secondaire dont on est soi-même auteur? Voilà. Bien sûr. Si les quelques, quand j'ai réalisé parfois des articles très précis sur un sujet, je ne suis pas hésité à me mettre en référence à condition que c'est été publié dans quelque chose qui est fiable. Donc, comme j'ai écrit des articles dans des revues sérieuses, et ben à ce moment-là, je les ai mis en source secondaire. Alors, après, j'ai des questions qui portent sur la neutralité. Première question, comment la neutralité d'un article est-elle définie? Ça, Parce que c'est c'est pas complètement facile. c'est à l'appréciation. Donc, c'est pour ça que c'est parfois très difficile, parce que qu'est-ce que c'est qu'être neutre? Personne n'est neutre. On a tous des points de vue qui peuvent s'opposer, et donc il peut y avoir toutes sortes de conflits sur ce qu'on appelle la neutralité. Je vais citer juste un exemple qui concerne beaucoup de gens ici. C'est la page AFIS
qui a été l'objet d'une... Si vous allez sur la page de discussion de l'article AFIS, il est interminable. Il y a eu des discussions extrêmement difficiles. Il y a eu un moment où il y avait plein de bandeaux sur l'article AFIS et il a été très difficile. J'ai participé, comme d'autres, pour essayer d'améliorer la présentation de l'article AFIS, mais c'était très difficile parce qu'en particulier, il y avait un contributeur que je dirais qui est un peu fou, hein, qui s'appelle Faxory et qui a complètement pourri, non neutre, et qui se prétend neutre, mais qui était très malin, hein, qui était un argumenteur, je ne sais pas comment il faut dire, de choc, et qui nous a beaucoup, qui en a énervé beaucoup, hein. Et je pense que les gens de la FIS ont perdu patience avec ce contributeur, mais finalement, pour l'instant, après un conflit, un R3R dont je parlais tout à l'heure, il y a des administrateurs qui sont intervenus et il est complètement bloqué en écriture sur l'article AFIS. Bon, je crois que tu as répondu à la question suivante, qui voulait qu'on donne d'exemples d'articles ratés ou etc. Voilà. Bon, quelqu'un dit, effectivement, il est facile d'être objectif et neutre pour l'échalote grise. En revanche, c'est peut-être moins facile d'être objectif quand il s'agit de faire le bilan d'un homme politique. Ah ben voilà. Donc c'est évident que moi, déjà dans les sciences dures ou en botanique, moi j'ai pratiquement jamais de conflit. Par contre, j'ai souvent, je remercie d'autres contributeurs qui l'améliorent, c'est beaucoup plus facile. Par contre, j'ai eu beaucoup plus de problèmes sur des personnes, pas forcément des politiques, mais sur toutes sortes sur des scientifiques. Donc dans les conflits, dans les articles qui ont paru dans Le Point, il y a des scientifiques qui ont été attaqués de manière très que je juge inappropriée. Je ne suis pas le seul. Et moi-même, j'ai été attaqué, donc j'ai eu des conflits. J'ai été déjà bloqué en écriture pendant 3 jours par des gens suite à des méprises sur ce que je suis et sur ce que j'ai fait. Et je pourrais même dire que des fois, ça m'a beaucoup, beaucoup énervé. Il y a même un contributeur qui a été cité d'ailleurs dans le journal Le Point, qui a lancé une espèce de fatwa contre moi pratiquement au cours de la nuit, suite à quelque chose qu'il a mis à un endroit précis, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a 3 autres contributeurs qui ont commencé à attaquer les articles que j'avais faits. Donc il y a des conflits parfois difficiles et qui peuvent être très énervants. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je crois que oui. Je crois que Jacques, tu voulais poser une question. Oui, merci Michel. Je voulais te parler de ça. C'est un bon exemple du fonctionnement. J'ai entendu il y a quelques semaines dans la matinale de France Culture une journaliste qui parlait des problèmes de Wikipédia et qui disait qu'avec son smartphone, elle avait modifié la page de Guillaume Erner, le journaliste de la matinale de France Culture, en décrivant que le soir de son intervention, il allait jouer dans un spectacle comique, dans un, dans un théâtre de petite vertu parisien. Elle a écrit ça et c'est resté dans sa page plus de 36 heures. Comment c'est possible, ça, justement? Si personne, s'il y a un autre contributeur, si pas aucun contributeur ne le modifie, il n'y a pas de raison que ça change. Wikipédia, Mais c'est c'est très inquiétant, écoute. C'est extrêmement inquiétant. Ça veut dire que Michel, moi, pouvons aller sur une page et écrire n'importe quoi et que ça reste en ligne très longtemps. ça peut rester en ligne très longtemps si personne ne le modifie. Là, je peux rien répondre d'autre que ça. Ça veut dire que personne ne s'intéressait à cet article ou ne suit cet article de manière précise, comme je le fais moi pour les articles auxquels j'ai contribué ou qui sont dans ma liste de suivi. Donc moi, je vais plusieurs fois par jour sur ma liste de suivi. Donc je regarde. S'il y a des bêtises, je les enlève immédiatement. Mais tous les jours, il y a du vandalisme. On dit que pratiquement 20% des contributions sur Wikipédia, c'est du vandalisme. C'est des gens qui rajoutent des grossièretés, des bêtises, bien pire que ce que tu viens de dire. Enfin bon, vraiment, D'accord. il y a une volonté de vandale. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même corrigé très rapidement parce que si tant de monde à travers le monde consulte Wikipédia, ça veut dire que quand même c'est très fiable, mais c'est fiable dans la mesure où il y a des gens qui corrigent, où il y a beaucoup de contributeurs qui corrigent, et c'est pour ça que je vous incite à contribuer. C'est là que je voulais en venir. C'est là que je voulais en venir. C'est qu'il faut absolument que beaucoup de nos spectateurs, on en a parlé déjà ensemble tous les trois, il faut absolument beaucoup de nos spectateurs, qui sont souvent scientifiques de formation,
commencent à s'intéresser à Wikipédia et commencent à y contribuer pour améliorer la qualité, en fait, hein. Bien comprendre que Wikipédia est totalement dynamique. C'est pour ça que j'avais cette remarque-là. Je ne l'avais pas obligatoirement compris. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà, Oui, je te laisse repartir, Michel, de nouveau. Mais c'est ça me vrai que semblait être intéressant comme remarque. non, il y a une question qui est évidemment un peu coquine. Wikipédia est animé par des bénévoles et pourtant Wikipédia demande régulièrement des participations financières. Alors pour quelle raison? Voilà, c'est la première. Voilà, c'est Ah fondé ben, sur le bénévolat et en même temps on nous demande de l'argent. oui, parce que c'est pour faire fonctionner La fondation. la technique de Wikipédia. C'est surtout la fondation Wikimedia qui a besoin d'argent parce que Wikipédia gonfle, gonfle, gonfle. Tout ça, ça demande des ressources énergétiques, des ressources Mhm. techniques, Oui. etc. De mon point de vue, c'est pour ça que Wikipédia a besoin d'argent. Après, chaque version, donc pratiquement, moi j'ai parlé pratiquement que de la version francophone, mais chaque version a un fonctionnement différent. Les administrateurs ne sont pas les mêmes dans chaque version, et même si vous êtes anglophone, allez sur la version anglophone, vous verrez c'est pas pareil. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent différemment sur la version anglophone. Les présentations ne sont pas les mêmes, les règles d'usage ne sont pas les mêmes, et je pense ne sont pas appliquées de la même manière. Quant à la version philippine que j'ai évoquée, à mon avis, là, ça doit être très différent. Mais Non, donc, il faut de l'argent quand même pour faire fonctionner l'outil, hein. Mais effectivement, sinon, ce ne sont que des bénévoles. d'accord. Bon, là, il y a une question qui est posée, je te la pose telle qu'elle est posée. Je pense que tu y as déjà répondu d'une certaine façon. Comment est décidé qu'une contribution est valide et peut être publiée? En fait, on décide de publier et puis après, c'est corrigé, supprimé, amendé ou ça ne l'est pas. C'est cela, non? Tout le monde, c'est vous, c'est moi, D'accord. c'est Bien ça. n'importe qui dit, ben non, ben ça, c'est. Alors, à partir du moment où c'est ça, normalement, elle est valide, s'il y a une source secondaire de qualité. Mais qu'est-ce que c'est qu'une source secondaire de qualité? Pas de problème. Il y a des débats très difficiles là-dessus. Moi, j'ai eu des débats très difficiles parce qu'il y a des gens qui considèrent que des journaux nationaux, des quotidiens nationaux sont forcément une source secondaire de qualité, et c'est pas vrai. Il y a des tas de journalistes qui écrivent dans des journaux nationaux des bêtises qui peuvent être très discutables. Donc Certainement. ça fait l'objet de discussions difficiles. C'était par exemple le cas sur l'article AFIS. Il y a des gens, ou sur un certain nombre de sujets dans le domaine de l'agriculture, qui posent de vrais problèmes parce que des journalistes qui écrivent des choses qui sont parfaitement contestables. Ils peuvent être considérés par certains comme une source secondaire de qualité, mais pas toujours. Moi, en particulier, j'ai eu des débats très difficiles parce que je considère que dans certains cas, une source primaire peut être de bien meilleure qualité qu'une source secondaire de quelqu'un qui raconte ce qu'il a envie de raconter. Donc, c'est des débats difficiles qui ont lieu sur Wikipédia dans les pages de discussion. Oui, oui. Enfin, j'ai l'impression que ces questions viennent du fait que il peut nous paraître étonnant, notamment il peut paraître étonnant aux chercheurs, aux scientifiques qui ont l'habitude, quand ils publient, je dirais, de soumettre à l'examen de leur pairs une discussion quand ils publient dans Nature ou dans Science, alors que là, finalement, on livre et puis on attend simplement éventuellement que des réactions ou des corrections se fassent petit à petit, progressivement, et que une sorte de vérité résulte, soit une résultante des avis et des appréciations des uns et des autres. Oui, moi j'ai envie de dire, je crois pas que je l'ai dit, mais qu'il y a la dérive actuelle de Wikipédia auquel, en tous les cas, moi je suis confronté, c'est l'impression que, un peu suite au réseau, enfin à l'évolution actuelle, les gens qui n'y connaissent rien, ou qui connaissent très mal un sujet, se considèrent comme plus neutres qu'un scientifique, que quelqu'un qui connaît quelque chose. Et Ça, donc, c'est quand il y a des discussions, ils disent, vous êtes en conflit d'intérêts, donc vous n'avez pas à vous exprimer, moi je suis plus neutre parce que je ne connais pas le sujet. Et ça, c'est très énervant, et c'est Mhm. pour ça qu'il est très important que davantage de gens qui ont une formation scientifique contribuent à Wikipédia. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors après, sur le registre disons, des conflits ou des débats ou des controverses, il y a quelqu'un faisait observer que Gérald Bronner était, par exemple, sur sa page, cité comme climato-sceptique, ce qui est, je crois, une contre-vérité.
Ben oui, mais donc ça arrive, oui, oui, c'est une vraie, c'est des vraies difficultés sur le climato-scepticisme. Et là, il y a eu des choses, bon, c'est compliqué parce que à partir du moment où on a écrit quelque chose, où il s'est passé quelque chose il y a longtemps, puis que le contexte a changé, donc il y a des gens qui diront, oui, mais comme il y a une preuve, il y a des sources secondaires de qualité qui disent que vous avez fait ça mais il y a 30 ans, eh ben, de toute manière, ça doit rester sur l'article de Wikipédia, alors qu'en fait, les choses ont changé depuis. Et ça, c'est très difficile. Oui. Ça fait partie des difficultés. Grosse Bon, alors, difficulté, ça. oui. Bon, il Oui. y a une question, c'est la même finalement, hein. Que pensez-vous des attaques actuelles contre Wikipédia? Il cite Musk. Hein, y a-t-il une part de vérité? Voilà. Je sais pas ce que je suis pas. Je sais pas si Musk a lancé des attaques contre Wikipédia. Un peu contre tout le monde. Mais Enfin bon, oui, c'est ça, oui. Oui, je vois pas pourquoi il n'en aurait pas lancé contre Wikipédia. Voilà, c'est plutôt ça. J'ai pas parfaitement compris la question, hein. Que pensez-vous des attaques actuelles contre Wikipédia, entre parenthèses Musk, etc. Y a-t-il une part de vérité? Ah ben, on me précise qu'il a proposé de racheter Wikipédia. Voilà, ça, je savais. Ah oui. Ça, c'est autre chose. très Oui, certainement. ça, ce sont des attaques financières, là. Ah. Bah oui, non, mais alors je ne sais pas justement Wikipédia dans d'autres langues. Bon, par exemple, je serais curieux de savoir comment Wikipédia fonctionne en Russie, hein. Je ne sais pas aujourd'hui parce que ça ne doit pas être évident non plus, hein. Oui, Mais je ne sais sûrement. pas. Là, je peux Il, pas. il est simplement accessible, il est limité, je pense, d'accès dans beaucoup de pays, Wikipédia, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, En Chine, honnêtement, en Russie, j'ai pas je ne sais vraiment pas du tout. d'opinion là-dessus. Moi, je fais que vraiment, je fais un peu de Wikipédia anglophone, mais surtout, je suis franco-centré. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, j'ai pratiquement épuisé les questions. Moi, j'en avais. Enfin, ce qui m'interpellait, moi, c'était le fonctionnement, le système, d'ailleurs, le vocabulaire, hein, les administrateurs, les bureaucrates. Quand on dit bureaucrate, actuellement, le terme, il est péjoratif, finalement. On emploie ce mot comme étant, je dirais, faisant partie du vocabulaire normal de Wikipédia. Bon, et le patrouilleur, c'est un petit peu drôle comme vocabulaire, hein. C'est le vocabulaire qui m'interpelle. Et puis, alors, ces administrateurs, comment? Ils sont élus? Ils sont élus, oui, oui, parfaitement. Donc, ils sont élus pour 3 ans. Donc, moi, j'ai déjà participé à des élections. Je pense que D'accord. pour avoir le droit de participer à ces élections, il faut déjà être un contributeur D'accord. confirmé. Mais c'est des élections qui sont difficiles, hein. Et effectivement, moi, je connais les noms de beaucoup d'administrateurs et je suis amené à les rencontrer. Et des fois, vu des positions d'administrateurs qui me posaient problème. Quand j'ai eu une requête contre moi et que j'ai perdu, hein, j'ai été bloqué en écriture pendant 3 jours, donc c'est pas très grave, mais sur le coup, ça m'a beaucoup énervé. C'est deux administrateurs contre un qui ont voté contre moi. Et suite à des contributions de contributeurs qui sont d'une mauvaise foi écœurante. Vraiment, il y a des gens qui sont de mauvaises langues sur Wikipédia et en particulier qui peuvent s'en prendre à des scientifiques et qui sont des mauvais bougres, hein, et qui se prétendent scientifiques. Bon. Il y a une question qui vient d'arriver, d'ailleurs, elle est drôle. Puis-je créer une page sur moi-même si j'ai un ego surdimensionné? Est-ce que je peux croire sur moi-même? Créer, oui, est-ce que peux créer une page sur moi-même? Est-ce que, par exemple, moi, aujourd'hui, Oui, Michel oui, Bossier, a peux priori, créer une page sur moi-même pour me mettre en valeur, voilà, et parler de moi? vous pouvez essayer. Le risque, c'est de vous faire, si ça c'est visible, à mon avis, elle sera supprimée tout de suite. De toute manière, si vous créez une page sur vous-même, il faut que vous ayez des sources secondaires de qualité. Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez des articles qui parlent de vous, que des ouvrages qui parlent de vous. Sinon, vous ne pourrez pas. Sinon, ce sera ce qu'on appelle un travail inédit. Donc, vous ne pouvez pas, a priori, faire raconter ce que vous voulez sur Wikipédia si derrière, vous n'avez pas des sources secondaires de qualité. Pour répondre très précisément, il y a déjà moi, 2 personnes qui m'ont demandé de créer des pages sur eux. Je l'ai fait. Et ça s'est bien passé parce que j'avais des sources secondaires de qualité. Donc, j'ai créé 2 pages, dont une en particulier sur un scientifique assez connu dans le domaine du végétal. Il y a Luc Écoute, qui Jacques, je crois propose, qu'on a. non, non, il y a Luc qui précise que Musk a proposé une très grosse somme d'argent, une très grosse somme pour rebaptiser Wikipédia en Dikipédia. Voilà ce que je ne savais pas, mais Luc D'accord. nous le dit. Tu n'as plus de questions, Michel? Non, non, Non? non, voilà. Nous avons fait Eh le bien, tour des écoutez, questions. j'espère qu'on vous a éclairé sur le fonctionnement de Wikipédia qui, en Très fait, intéressant. s'avère extrêmement
complexe. Je crois qu'il faut saluer cette performance, cette encyclopédie collaborative, mais aussi en être un peu méfiant peut-être, comme beaucoup de ces sources. Je voulais vraiment très, très chaleureusement vous remercier d'avoir participé toute la saison à ces webinaires. Vous rappeler que sur notre chaîne AFIS Webinaire, les vidéos sont produites au bout de quelques jours et qu'elles sont accessibles, qu'elles sont partageables. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez que vous aimez avec un petit pouce en l'air. Les algorithmes de YouTube adorent ça. Et c'est comme ça qu'on nous connaît. Encore une fois, on vous laisse pour l'été. Au mois de juin, il n'y aura pas de webinaire. Juillet, août, on part en vacances. On reviendra certainement au mois de septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.